Ça tombe bien, on a le sonore du président ukrainien sur ces négociations tripartites. C'était ce matin. Alors, il dit ça, au même moment, il rencontre le nouveau chancelier allemand, Merz. Et on sait que depuis quelques semaines maintenant, Merz est très en pointe dans cette confrontation directe avec Moscou. On écoutera d'ailleurs le porte-parole du Kremlin dans un instant. Mais d'abord, écoutez ce qu'a dit le président ukrainien. Nous sommes prêts au format Trump-Poutine-moi. Si Poutine n'est pas à l'aise avec une réunion bilatérale, ou si tout le monde souhaite une réunion trilatérale, cela ne me dérange pas. Je suis prêt à tout format. Alors il est prêt à tout format et les Russes sont prêts ou pas à accepter, mais comme d'habitude, selon Moscou, tout est une question de conditions. Il n'y a aucun changement dans la position concernant la possibilité fondamentale d'une telle rencontre. Mais une telle rencontre devrait être le résultat d'accords concrets entre les deux délégations dans différents domaines. À cet égard, notre position n'a pas changé. Alors nous, à Dinard, on est voués, nous Européens, à faire le service après-vente, mais on n'est absolument pas acceptés à la table des discussions ou des négociations. Effectivement, ça commence à devenir un problème. Il y a un sort de directoire européen avec la France et l'Allemagne. D'ailleurs, le retour de Friedrich Merz en Allemagne, il est très, très important. Mais on voit très bien que aussi bien Donald Trump que Vladimir Poutine ne veulent pas d'une Europe qui se mêle. Zelensky non plus, hein, visiblement. En fait, Zelensky, il est au milieu de négociations entre Trump et la Russie. Il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut. Mais la question, c'est que finalement, entre Trump et Poutine, ils voient tous les deux l'Union européenne comme un danger, comme quelque chose. Ils n'aiment pas l'Union européenne. Trump l'a dit de manière très, très crue. Poutine le pense et le dit depuis des années. Donc il y a une vraie problématique par rapport à l'Union européenne parce qu'on le voit des conditions. En fait, l'Union européenne est très présente dans les conditions de Poutine parce que la neutralité de l'Ukraine, on n'a pas les précisions, mais ça peut dire aussi ne pas avoir une Ukraine dans l'Union européenne. Ensuite, il y a un autre point très important, la fin du gel des avoirs russes. Alors, il faut savoir que ces avoirs sont gelés dans l'Union européenne. Les sanctions occidentales, même si elles sont contournées, elles font du mal à l'économie russe. Et c'est pour ça que Vladimir Poutine demande de les arrêter. Donc, sur tous ces points, c'est l'Union européenne qui peut appuyer sur le bouton. C'est pas Trump. Parce qu'en réalité, l'Union européenne a fait beaucoup de choses. Donc, le fait qu'elle ne soit pas aujourd'hui à la table de négociation pour un cessez-le-feu sur un continent, pour une guerre qui a lieu sur le continent européen, effectivement, c'est problématique. Mais le retour de Friedrich Merz est quelque chose de très, très positif parce qu'on a vu l'Allemagne très faible avec Olaf Scholz pendant 3 ans. Alors, Xavier le soulignait hier, et c'est d'une grande importance. Attention, Friedrich Merz va devoir aussi composer avec une coalition. Et c'est pas gagné, pas certain que, notamment la gauche et les Verts, le laissent faire ce qu'ils veulent. Et les vieux fantômes de l'Allemagne aussi, qui continuent de peser, évidemment, même s'ils les dépassent peu à peu. Et d'ailleurs, les Russes... Sur les prétentions de Poutine, il y a quelque chose qui est très important sur la non-expansion de l'OTAN à l'Est. Il y a 2 pays qui sont dans sa ligne de mire et qui sont très importants pour la suite des événements, qui ne sont pas l'Ukraine, qui sont la Moldavie, à l'Est de la Roumanie, et puis il y a... Pour lui, c'est important parce qu'à terme, ça deviendra un problème. La Biélorussie pourra un jour basculer. Il y a une opposition très très forte. Loukachenko n'est pas du tout Non, mais Poutine, il joue... C'est déjà quand même considéré comme un pays satellite, vassal bien sûr, de la Russie. Mais le jour où il se passe quelque chose, une révolution en Biélorussie, pour Poutine, ça sera exactement les mêmes conditions qu'en Ukraine. Moi, j'ai couvert la révolution, plus facile, d'ailleurs. La révolution orange ukrainienne en 2004, où déjà, dans un premier temps, les Ukrainiens ont mis dehors le président Yushchenko, qui a représenté clairement Moscou et pas du tout l'Ukraine. La guerre, en fait, on pourrait même la dater de ce moment-là, du moment où le pouvoir russe vacille à Kiev et où Poutine se dit ça ne restera pas comme ça. Il arrive à remettre Yushchenko au pouvoir et en 2014, on a la révolution de Maïdan qui mène à la guerre dans le Donbass et à l'annexion de la Crimée. Alors, juste un mot avant de parler de la menace de Donald Trump. La suppression des sanctions, la levée des sanctions, c'est totalement inenvisageable. Au moins avant de s'asseoir, parce que tout ça, c'est avant de s'asseoir à la table des négociations, avant que le mémorandum de paix soit écrit.
Écoutez, c'est une capitulation en rase campagne qu'on nous offre là. Alors je ne sais pas jusqu'à quel point l'administration américaine, son président, sont prêts à tout absorber en échange d'un cessez-le-feu qui resterait d'ailleurs tout à fait hypothétique. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, rien ne dit que le président Zelensky va suivre. Et c'est certainement pas avec les capacités en armement dont il s'est doté, avec la détermination d'une grande partie de la population qui va avaler des couleuvres comme ça. Donc, il n'est pas du tout évident que tout ça débouche. Mais il faut voir qu'avec ces propositions-là, je dirais que Vladimir Poutine engrange les avantages qu'il a obtenus par le revirement américain à la position de Trump. On parlait tout à l'heure de l'Europe. Par rapport à ça, évidemment que Vladimir Poutine a tout intérêt à ignorer l'Europe, puisque l'Europe, elle veut soutenir jusqu'au bout l'Ukraine, alors que l'autre côté, les Américains, souhaitent passer muscade. Et il sait très bien, en plus, que les Européens continuent à être dépendants des Américains pour leur défense. Donc, si vous ajoutez ces deux points-là, vous voyez pourquoi l'Europe a beaucoup de mal à s'insérer dans ce process. Et puis, on y reviendra bien évidemment. Il y a ce sommet de l'OTAN au mois de juin. Et c'est peut-être là où tout se passe bien, où tout se passe mal pour nous. C'est-à-dire que Trump pourra, à ce moment-là, mettre un coup de pression sur les Européens en disant « Vous acceptez cette liste de courses ou sinon je me retire totalement ». Bon, il est agacé quand même, un peu plus agacé. Est-ce qu'il menace ou pas? Vous allez me dire ça, bien évidemment. Mais regardez cette dernière déclaration signée du président américain contre le président russe. Ce que Vladimir Poutine ne réalise pas, c'est que sans moi, la Russie subirait beaucoup de très mauvaises choses. Et je veux dire très mauvaises. Il joue avec le feu. Sébastien Abyss, est-ce que ça veut dire que grâce à Trump, Poutine vit mieux? C'est ce qu'il essaye de lui expliquer. Sans moi, ce serait un jeu de massacre. Donc il faut m'écouter. Depuis 3-4 mois, en fait, dans les déclarations de l'un comme de l'autre, c'est vrai que des fois c'est à s'y perdre. On sent qu'il y a des nervosités chez Trump, en tout cas un peu plus croissantes en effet ces dernières semaines. On voit bien que sur une seule semaine, il est capable de souffler le chaud, d'essayer d'aplanir après sa déclaration. On a été nombreux sur ce plateau, je crois, depuis le début d'année, à bien mentionner quand même un risque. C'est une colère forte de Trump face à quelqu'un comme Poutine. Et encore une fois, nous, Européens, puisque nous sommes quand même très concernés par ce dossier, quel est le scénario d'adaptation à un clash violent entre Trump et Poutine, avec éventuellement une surexcitation même de Donald Trump à dire bon, on va sortir la grosse artillerie, on va faire le nettoyage final sur ce dossier ukrainien, etc. Donc on voit bien qu'on est très embarrassé. Le nettoyage final, c'est on se retire du dossier ou on surarme l'Ukraine? L'un ou l'autre, c'est justement là où je voulais en venir, c'est-à-dire l'un ou l'autre, on est embarrassé parce que est-ce que ça va être ok, vous vous en occupez, c'est plus du tout le dossier des États-Unis. Ça ressemble à ça pour le moment. Il le dit souvent, donc ça peut ressembler à ça. Il n'y a pas que lui. Après, il peut avoir un autre scénario, c'est de dire, moi je veux régler le problème, Poutine, il n'est pas respectueux, il n'est pas respectueux avec moi, pas avec les Européens, les États-Unis ou l'Ukraine, mais pas avec moi, Trump. Il a fait le coup à Zelensky, on a vu ce que ça a donné d'ailleurs. Il me met en pétard et il faut que je lui explique quand même qui c'est le plus fort. Il faut éviter, évidemment, l'un ou l'autre des scénarios, mais on voit bien quand même qu'il n'est pas du tout dans ses 24 heures, il n'est pas du tout dans ses 100 jours. Et puis, on dit qu'il est obnubilé par le prix Nobel de la guerre, de la paix. En tout cas, la guerre économique d'un côté, la paix éventuellement. Celui de la guerre économique, je pense qu'il l'a déjà. Il faudrait peut-être le créer, du coup, c'est sûr qu'il le gagnerait. Et on voit bien que cette obsession pour être faiseur de paix sur ce dossier, tout comme Gaza par ailleurs, parce que rien ne s'arrange, et bien pour l'instant, Donald II, il marque aucun point. Donc Xavier, pour vous, c'est pas une surenchère, c'est pas un moyen de pression? Là, il a compris quand même que Poutine allait très loin, qu'il était humilié en quelque sorte. Là, je pense qu'il l'a senti, il l'a senti passer. Quand il dit Poutine joue avec le feu, l'expression est assez précise. Alors que l'expression Poutine est fou, c'est
employé il y a 2 jours, c'était « il a perdu la raison, je peux l'aider à retrouver le bon sens ». Là, on sent qu'il y a une étape qui a été franchie, mais qui n'est pas encore celle où Trump s'opposerait totalement à Poutine et à la Russie. Il essaie encore de le ramener à de bonnes conditions pour pouvoir envisager des négociations, d'abord un cessez-le-feu, et puis après, on verra. Déjà, s'il y avait un cessez-le-feu, un conflit gelé, ça commencerait à suffire à Donald Trump pour pouvoir se retirer. Parce que malgré ce qu'on entend depuis plusieurs semaines de la part de la Maison-Blanche, de J.D. Vance, de Trump lui-même, ou même de Whitcock, par exemple, j'ai pas la sensation, moi, que les Américains puissent se retirer très facilement du dossier tant qu'il n'y a pas un début d'avancée vers des négociations, vers une solution. Il lui faut encore du temps, il le sait, et puis il ne veut pas montrer que l'Amérique est faible, que l'Amérique n'arrive pas à se faire respecter. Pour lui, ce serait un drame dans le monde entier, parce que la plupart de ses alliés le lâcheraient. On voit bien que les Européens, déjà, sont extrêmement tendus sur le fait de savoir si les Américains les aideraient si jamais il y avait un conflit en Europe. Il ne faudrait pas que ça se propage, notamment au Pacifique. Alors, je voudrais qu'on écoute un propagandiste. Alors, c'est un député de la Douma, c'est le Parlement russe, sur cette connaissance des méthodes Trump, du courage de l'administration américaine ou du jeu du président américain. Vous allez voir, c'est quand même, derrière la diatribe, bien évidemment, plein de lucidité. Regardez tout ce qui se passe. Les Européens veulent vraiment une revanche, c'est évident. Mais il y a une nuance. Pour cela, ils doivent persuader Trump de prendre leur parti. Ce qui se passe, c'est qu'ils le flattent en lui offrant quelque chose, n'importe quoi. Nous devrions faire cela aussi. Adina, il faut flatter Trump, regardez. Mais Poutine l'a déjà fait. Poutine l'a déjà fait. Oui, mais maintenant, il a déjà flatté Witkoff. Mais en fait, Donald Trump, en toute honnêteté, depuis le début de la guerre, il n'a mis aucune pression à Vladimir Poutine. Zéro pression. Donc, c'était même une volonté de normaliser les relations avec la Russie, donc au-delà de la négociation d'un cessez-le-feu. Donc, Poutine n'a eu aucune pression. Il y a en réalité un moyen assez facile. Lindsey Graham travaille sur ce paquet de super sanctions où il y a une majorité de 81 sénateurs sur 100, qui est une majorité assez historique, bipartisane. Donc, si Trump était vraiment sur une position très forte et de rapport de force vis-à-vis de Vladimir Poutine, il pousserait justement au vote de ce paquet de sanctions. Et par ailleurs, nous Européens, on a aussi une responsabilité parce qu'on continue d'acheter du gaz russe et du pétrole. Donc il faut lutter notamment contre la flotte fantôme.